Merci beaucoup Nicolas, merci à l'atelier d'histoire critique pour l'organisation en fait au départ de cet événement, parce que l'atelier d'histoire critique avec qui l'association Survie Nord intervient souvent, enfin en tout cas on travaille sur pas mal de dossiers ensemble, fait des rencontres très intéressantes le samedi après-midi, un samedi par mois je crois, à cet horaire-là. Donc on a décidé d'utiliser ce créneau pour parler du livre et plus globalement de la France-Afrique. Alors moi j'ai plusieurs casquettes, je suis donc Thomas Deltombe, je suis effectivement éditeur, auteur d'ouvrages sur les questions france-africaines et par ailleurs membre de l'association Survie Nord. Je pourrais dire aussi un mot de cette association qui est l'antenne locale de l'association Survie qui depuis 40 ans je crois essaie de garder une vigilance sur la question des relations franco-africaines du point de vue de la France. Évidemment il y a des critiques de la France-Afrique, des critiques qui viennent d'Afrique, mais il nous semble important aussi de pouvoir avoir une voix sur ces questions-là, puisque les politiques menées par la France en Afrique sont toujours menées en notre nom. C'est aussi à nous de réagir. On est, d'une certaine façon, les premiers concernés par ces questions, enfin, d'un certain point de vue. Donc, on va intervenir avec Hamzat, je sais pas, un quart d'heure ou 20 minutes chacun, puis après on pourra débattre. Alors, il y a Olivier Blamangin qui est là, qui est contributeur du livre, qui est juste là, hein, si vous le cherchez. Normalement, sa place est là, mais il a préféré modestement rester dans le public. Mais je signale sa présence parce qu'il est l'auteur de plusieurs articles dans le livre, et notamment sur des petites choses comme le Bolloré. Donc c'est lui qui a signé l'article sur l'Empire Bolloré, sur lequel il y a pas mal d'actualités, mais également un chapitre sur la question de dette, un chapitre sur ce qu'on appelle la néolibéralisation, disons, de la France-Afrique. Donc voilà, vous pouvez aussi le solliciter. Et il ne fera pas de topo liminaire, mais il aura pas mal de choses à dire et des choses beaucoup plus précises peut-être que nous. Donc un mot peut-être sur le livre. C'est un livre l'idée a été lancée il y a déjà 4 ans en fait. Et l'idée c'était d'essayer, disons 20 ans après le livre de François-Xavier Verschaft qui s'appelle La France-Afrique, le plus long scandale de la Ve République, d'essayer de faire le point sur l'histoire de la France-Afrique, sachant que, y compris dans l'histoire, il y a des nouveautés. C'est-à-dire, il y a des nouvelles recherches qui se font sur le passé. Donc le passé n'est pas connu une fois pour toutes. Donc ça, c'était un des objectifs. Et puis de tout ce qui s'était passé depuis la parution de ce livre en 1998. Et puis donc à partir de là, on a monté une équipe, donc, 22 intervenantes et intervenants, je crois, mais plus les 4 co-directeurs. Ça fait une 50aine de chapitres. Le livre est organisé de façon chronologique, en 6 grandes parties chronologiques, et avec des introductions pour chaque partie qui essaie de capturer les grands phénomènes de chaque période. Donc je dis ça parce qu'effectivement, un certain nombre de gens nous disent « Ah, mais le livre il est trop long, il fait 1000 pages et tout », mais en fait il y a plusieurs livres dans le même livre. En réalité, on peut lire les introductions. Si on prend toutes les introductions les unes à la suite des autres, ça fait un petit livre de 300 pages, enfin, un petit livre, voilà, et puis après, il y a toute une série de chapitres qui rentrent dans plus de détails, dans des cas précis. Voilà, donc c'est un peu, il y a plusieurs livres dans le même livre. Bon, je le dis juste pour pas vous inquiéter trop sur le livre, et je le dis aussi parce que, évidemment, nous, les co-directeurs, on n'est pas spécialistes de toutes les questions. Donc on pourra débattre de tout, mais on n'aura pas forcément réponse à tout. Donc voilà, vous avez dans le public, il y a toujours des gens qui en savent plus que nous sur un certain nombre d'aspects, donc n'hésitez pas à intervenir, à critiquer, à être en désaccord. Ça c'est pour le livre. Alors quand on a conçu le livre, on s'est dit que c'était important de ne pas faire un livre spécifiquement de recherche universitaire ou d'investigation journalistique ou un livre militant. On a essayé justement de trouver un équilibre entre différents types d'interventions, tout en lissant pour que ce soit lisible et que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas d'angle mort ni de redite. Donc il y a eu évidemment tout un gros travail éditorial pour faire un livre qui se tient. Mais il nous a semblé important de ne pas trop compartimenter les domaines de savoir. Il y a des savoirs scientifiques, des savoirs journalistiques, des savoirs militants, mais c'est des savoirs qui se complètent, qui ne sont pas opposés les uns aux autres. Ça nous semble important. Et Hamzat, comme moi, comme d'autres intervenants, on a tous plusieurs casquettes en fait. On est à la fois chercheurs et militants, ou journalistes et chercheurs, ou journalistes et militants. Voilà, donc casser un petit peu le
compartimentement qu'il peut y avoir entre les disciplines, y compris à l'intérieur des disciplines universitaires, par exemple, parce qu'il y a des gens, il y a des historiens, des historiennes qui interviennent, mais il y a aussi des sociologues qui interviennent. Par exemple, il y a un brillant chapitre d'une jeune sociologue, une sociologue qui s'appelle Claire Kosker, qui a fait un chapitre très intéressant sur les coopérants. Tous les gens qui sont allés en Afrique dans le cadre de la coopération. Donc ça, c'est assez intéressant, avec notamment une grosse dimension sur les questions de genre, puisqu'on parle bien de coopérants, assez peu de coopérantes, ce qui est évidemment pas anodin. Et j'en profite évidemment pour faire une petite parenthèse. Vous aurez constaté que le livre est également lui-même très masculin, 4 co-directeurs, il y a 2/3 d'hommes parmi les contributeurs. Ça, c'était une grosse question qu'on avait. Les questions liées à la France-Afrique parlent massivement d'hommes. Donc c'est un débat qu'on pourra avoir aussi ensemble, et y compris la critique de la France-Afrique est très largement produite par des hommes. Ça pose aussi, là il y a un certain nombre de questions qui pourraient être soulevées, que je pose d'entrée de jeu, parce que on n'a pas réussi à régler cette question-là, et en même temps elle se pose vraiment fondamentalement. Et par ailleurs, alors là c'est peut-être moins honteux, en tout cas plus justifiable, c'est un livre qui s'intéresse au pouvoir, qui s'intéresse à ceux qui ont le pouvoir dans cette relation franco-africaine, ce qui explique que beaucoup d'intervenantes et d'intervenants sont français ou viennent de France. Donc il y a une sorte de déséquilibre là aussi entre les interventions françaises et africaines. Il y a un certain nombre d'interventions écrites depuis l'Afrique ou par des Africains qui sont installés ailleurs, au Canada ou ailleurs. Mais là, comme je le disais tout à l'heure, comme souvent ces politiques france-africaines sont faites en notre nom, il nous a semblé important aussi d'assumer le fait que, en tant que personne, soit française ou en tout cas installée dans les pays du Nord, nous avons des choses à dire, nous avons envie de nous positionner en tant que tels sur ces questions. Donc voilà un peu pour la présentation générale de la conception du livre, on va dire. Pour ce qui est je vais utiliser un grand mot, mais de la philosophie du livre, on essaie de... Évidemment, quand on écrit un bouquin, quand on se lance dans un travail comme ça, qui demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est toujours le fruit d'une forme d'insatisfaction. On ne va pas faire un bouquin de plus pour dire la même chose que tous les autres. C'est une insatisfaction dans la façon dont ces questions, donc les questions franco-africaines, sont traitées. À la fois par les médias, peut-être parfois par les militants, et assez souvent par les chercheurs. On essaie, là encore, de décompartimenter un certain nombre de données, décompartimenter l'analyse de la France-Afrique en termes géographiques, parce que très souvent, en fait, donc la France-Afrique est associée à l'Afrique subsaharienne. On reviendra peut-être sur le terme France-Afrique, mais il est très associé à l'Afrique subsaharienne. Mais dans le bouquin, on essaie de montrer qu'on ne peut pas l'isoler, on ne peut pas isoler les relations franco-africaines, ou en tout cas l'Afrique subsaharienne du reste de l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, mais également du reste de l'Empire, en tout cas de l'ancien Empire français. Et c'est un aspect sur lequel on insiste pas mal, notamment au début du livre, évidemment, dans la partie qui est plus consacrée à la colonisation en tant que telle. Par exemple, l'Indochine, la guerre d'Indochine, a eu des répercussions très importantes dans les relations franco-africaines. C'est des choses qu'on essaie de souligner et qui sont rarement dites. Donc une sorte de décompartimentement, je ne sais pas si on utilise ce mot, mais enfin je vais l'utiliser, voilà, géographique. Et plus important encore, on essaie de casser, ou en tout cas de relativiser un certain nombre de barrières ou temporelles. Parce que très souvent, notamment alors là, l'atelier d'histoire critique, enfin en tout cas les professeurs d'histoire ici pourraient nous corriger, mais on a l'impression qu'il y a une coupure très nette qui est faite entre la période coloniale et la période post-coloniale. Que les indépendances des pays africains marquent une rupture fondamentale, on tourne une page, il y a un avant et un après. Bon. Ça, on essaie de le relativiser. C'est d'ailleurs l'objet même du concept de France-Afrique, qui relativise cette barrière temporelle faite entre le colonial et le post-colonial. Et on s'aperçoit, et plus généralement, on essaie de relativiser ou de casser cette idée de rupture. Vous savez, c'est le débat classique en histoire de rupture et continuité, etc., etc. Je pense que tous les profs d'histoire parlent de ça à leurs élèves. Nous, on est du côté des continuités, clairement. Évidemment, il y a des étapes, il y a des choses qui changent, mais on essaie de montrer que là où, bien souvent, on parle de rupture, en mettant des dates en avant qui feraient passer d'une période à l'autre, on essaie de dire, finalement, il y a souvent beaucoup de continuité derrière ces grandes dates. Grandes dates classiques, 1945, comme si tout ce qui arrivait en 1945 était complètement nouveau. Ou pour la politique intérieure française, 1958. En 1958, tout est nouveau.
c'est la Ve République, donc tout ce qui faisons table rase de ce qu'il y a eu avant, ou 1960 évidemment, avec les indépendances de la plupart des colonies françaises d'Afrique subsaharienne, ou 1973, la crise, 1989, la chute du mur de Berlin, etc. Il y a souvent des grandes dates qui sont posées comme ça, et nous, on essaie vraiment de montrer que derrière ces grandes dates, il y a souvent des passerelles, des continuités, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que on s'aperçoit que c'est souvent autour de ces dates clés que se logent des mythes. Tout à l'heure, Nicolas parlait de mythologie. Et effectivement, en fait, d'une certaine façon, c'est un livre anti-mytho. On essaie en tout cas de casser les mythologies fréquemment exposées sur les questions franco-africaines. Il y a beaucoup de mythologie, en fait. Il y a beaucoup de croyances, carrément. Il y a plein de gens la plupart des gens croient un certain nombre de trucs qui nous semblent soit carrément fausses, soit en tout cas qui nécessitent relativisation. C'est ce qu'on pourrait appeler le mythe de la page tournée, quoi. Chaque fois, ça y est, en 1945, la page d'avant est tournée, en 1958, la page d'avant, je parlais de 1958, c'est très clair. Les gaullistes qui ont toujours essayé de dire que, voilà, en 1958, la page était tournée, et tout ce que De Gaulle avait fait en revenant au pouvoir en 1958 était nouveau, etc., etc. Or, évidemment, en réalité, ce qu'on voit, c'est que De Gaulle a repris, enfin le régime gaulliste a repris énormément d'éléments de la Quatrième République. On pourra rentrer dans plus de détails tout à l'heure, mais ça nous paraît très important de le souligner. C'est-à-dire que De Gaulle n'arrive pas en 1958 et réinvente Non, il s'appuie sur des choses qui ont été posées par d'autres avant lui. Un exemple très, très clair, celles d'entre vous qui connaissent, c'est la loi cadre de fer. C'est de 1956. Et on a un chapitre qui explique bien la continuité qu'il y a entre la Quatrième République et la Cinquième République autour de cette loi cadre de fer, la loi cadre de fer qui pose les jalons du néocolonialisme français qui va se déployer dans les années suivantes. Mais ça, c'est quelque chose qui est déjà vu, cette loi, on pourra rentrer dans le détail de cette loi si vous voulez, qui est un moment très important dans ses évolutions, dans ses étapes. En fait, c'est un processus long qui a été récupéré en grande partie par la Ve République et qui a été développé par la Ve République. C'est juste un exemple. Autre exemple intéressant, c'est la continuité qu'il y a entre les réflexions de François Mitterrand. François Mitterrand qui n'a pas été que président de la République, mais qui a été aussi ministre sous la Quatrième République, et notamment ministre de la France d'Outre-mer, ministre des colonies, et qui a posé toute une série de jalons. J'ai rédigé un article qu'on a intitulé, je ne sais plus comment, François Mitterrand, je ne sais même plus comment, un précurseur de la France-Afrique, où j'essaie de raconter finalement comment François Mitterrand, ancien ministre de la France d'Outre-mer, a posé toute une série de jalons de ce qui est en train de devenir la France-Afrique à cette époque-là. Donc voilà, ça c'est sur le mythe de la page tournée. Nous, on essaie de casser ce mythe de la page tournée. Un autre mythe important qu'on essaie de relativiser, c'est la division souvent très nette qui est faite entre, on va dire, les Français et les Africains. Les Français qui auraient été, c'est souvent dans l'historiographie habituelle, c'est souvent l'image qui est donnée. Les Français qui auraient voulu absolument garder l'empire intact et qui auraient été en but à des contestations africaines, et les Français auraient dû finalement de guerre lasse lâcher l'indépendance et dire voilà, bon ok, on vous cède l'indépendance à des Africains, avec beaucoup de guillemets, de façon très essentialisée, qui auraient tous demandé l'indépendance avec acharnement. Nous, on essaie de relativiser ça. C'est-à-dire qu'en réalité, les lignes de fracture, elles se jouent moins souvent entre Français et Africains, avec des guillemets de façon essentialisée, mais à l'intérieur de ces groupes, à l'intérieur des Français, il y avait des Français anticolonialistes, c'est important quand même de le rappeler, et il y avait des Africains qui étaient tout à fait partisans d'un modèle colonial. Ça, c'est aussi important de le rappeler, et que, en l'occurrence, dans les sociétés africaines, et là je pense que Hamzat pourra développer ces aspects-là s'il le souhaite, mais il y a une grande fracture entre des élites africaines et des peuples africains. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'élites africaines qui, elles, militaient non pas pour la décolonisation, mais pour l'amélioration du système colonial. Donc ça, c'est quelque chose qui a été développé beaucoup, par exemple, par l'historien Frédéric Cooper, qui explique dans ses bouquins que beaucoup des élites africaines ne demandaient pas l'indépendance, demandaient à ce que, dans le cadre géographique de l'Empire, on puisse petit à petit arriver à une situation d'une plus grande égalité. Donc là, on a toute une série de personnages connus qui militent pour ça. Quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor, par exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas pour l'indépendance. Il n'arrête pas d'ailleurs de faire des louanges à la France, il est
totalement amoureux de la France. Il ne le cache pas d'ailleurs, sous la 4ème République, il est même ministre de la 4ème République, hein, dans le gouvernement d'Edgar Faure, je crois. Et lui, il milite contre l'indépendance. Alors évidemment, a posteriori, il y a eu des réécritures d'histoire. Évidemment, une fois qu'il y a eu les indépendances, des années plus tard, on a cru comprendre qu'il avait été pour l'indépendance, mais si on regarde ce qu'il écrit à l'époque, il n'est pas du tout pour l'indépendance. Et quand quand des jeunes, par exemple, africains, lui disent « nous, on veut l'indépendance », il dit « oui, d'accord, je comprends, c'est bien, mais c'est très idéaliste déjà, première chose. Et deuxièmement, de toute façon, l'indépendance, on ne pourra l'avoir que dans 20 ans. » Donc il dit ça à plusieurs reprises. Il dit « oui, l'indépendance, mais c'est une perspective à très long terme. » Et il dit ça 2 ans avant les indépendances. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, en fait, en train de réclamer l'indépendance. Il est en train, au contraire, de freiner le processus de décolonisation. Autre exemple encore plus manifeste, c'est Félix Houphouët-Boigny, lui aussi, qui a été ministre de la 4ème République, et qui il dit clairement, là, je peux vous citer pas mal de textes, de discours qu'il prononce, où il dit « nous sommes contre l'indépendance ». C'est clair. Et ça va très loin. Il y a cette citation que je sais qu'Olivier l'adore, donc je ne peux pas m'empêcher de la citer pour lui faire plaisir. C'est au moment où De Gaulle dit « si, il faut aller vers l'indépendance », c'est De Gaulle qui dit qu'il faut aller vers l'indépendance, lui il dit « je suis contre l'indépendance », et il explique, il dit, je le cite, « j'ai attendu la fiancée sur le parvis de l'église, un bouquet à la main, la fiancée n'est pas venue, les fleurs se sont fanées. » Donc là, il dit clairement, et là on est en 1960, 6 mois avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il dit « moi j'étais contre l'indépendance, et c'est De Gaulle qui nous l'a imposé ». Donc déjà, ça relativise toute une série de mythes sur les Français qui auraient été contre et les Africains qui auraient été pour. Bon. Plus manifeste encore, c'est le Premier ministre Léon Mba au Gabon, qui lui carrément, il veut que, c'est un exemple connu, hein, il explique qu'il veut garder le drapeau français, même si on lui impose une avance, il veut garder le drapeau français, il veut que le Gabon devienne un département français, comme la Réunion ou la Guadeloupe. Donc il va à Paris et il dit « moi je veux ça ». Et d'ailleurs dans la constitution de la 5ème République, c'est marqué que c'est possible que les anciennes colonies deviennent des départements. Nous, c'est ça qu'on veut. Et c'est les Français qui disent « non, ça c'est pas possible en fait. C'est marqué dans la constitution, mais non, en fait c'est pas possible ». Donc il y a des textes qui racontent ça très très bien. Donc voilà des petits éléments, disons, de relativisation de ce mythe de la dichotomie. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce qui a gagné, les gens qui ont gagné dans ce processus historique, c'est les gens qui se qualifiaient de libéraux ou de réformistes. D'ailleurs, ce n'est pas des gens qui étaient radicaux, qui voulaient radicalement changer le système. C'est au contraire des gens qui voulaient réformer le système colonial. Non pas pour le faire disparaître, mais pour le faire perdurer. Donc ça, c'est quand même un truc qui est extrêmement rarement dit. Or, non seulement il est rarement dit que ce sont les gens qui voulaient améliorer le système, ou en tout cas le réformer, qui ont emporté la victoire, alors que, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui est très rarement dit. Et puis dernier petit, si je peux dire, mythe autour de ces décolonisations africaines, c'est le mythe de la décolonisation pacifique. On dit toujours, oui, vous comprenez, en Indochine ça a été extrêmement violent, c'est vrai, en Algérie ça a été extrêmement violent, c'est vrai. Par contre, en Afrique subsaharienne, les Africains subsahariens, ils sont plutôt dans le dialogue et tout. Mais ceux qui sont dans le dialogue, c'est ceux que je viens de citer. Mais les peuples africains, eux, pour la plupart, en tout cas une grande partie des groupes socio-africains, étaient pour une rupture radicale. Bon, là, je vais citer un exemple que je connais bien, parce que j'ai écrit un bouquin sur la décolonisation du Cameroun, où il y a eu une guerre au Cameroun pendant des années, au moins une décennie, faisant des dizaines de milliers de morts, parce que justement, le peuple camerounais souhaitait une véritable indépendance, et pas les petits arrangements à la Houphouët et autres, et que les Français ne souhaitaient pas du tout ce type d'arrachement, au contraire, et ont engagé l'armée pour réprimer les véritables indépendantistes et pour placer et installer à la tête du pays un régime ami, en l'occurrence le régime d'Amadou Ahidjo, qui est resté au pouvoir jusqu'en 1982, et dont le Premier ministre était Paul Biya, toujours président au Cameroun. Donc, donc 3 mythes. Mythe de la page tournée, mythe de la dichotomie claire entre les Français et les Africains, et troisième mythe, celui de la décolonisation pacifique. Et je parle du Cameroun parce que c'est un exemple manifeste, mais on peut parler de Madagascar, on peut parler de la Côte d'Ivoire où il y a eu des répressions, et en fait il y a eu des répressions partout. C'est-à-dire que ces processus ont été hyper violents. Donc on raconte ça dans le livre. Au final,
on peut dire, je pense qu'il faut s'intéresser à ces notions de décolonisation et d'indépendance. Vraiment, on a l'impression que c'est des choses qu'on comprend, voilà, la décolonisation, l'indépendance, alors qu'en fait, c'est souvent des mots trompeurs. C'était des indépendances en trompe-l'œil et une décolonisation qui n'était pas. Le mot décolonisation, c'est ce qu'on raconte dans l'introduction, donne l'impression que c'est la fin de quelque chose. On décolonise, on déconstruit, voilà, on démonte l'empire. Nous, on prend le problème dans l'autre sens. On dit non. Derrière la décolonisation, il y a une recolonisation, une reconstruction, une rationalisation. Donc le livre, notre livre, il commence par la décolonisation. C'est le début de quelque chose, autant que la fin de quelque chose. Et c'est le début de quoi? C'est le début d'un nouveau processus colonial qui a été qualifié ensuite, ou à cette période, de néocolonialisme. Et dans le cas de néocolonialisme, donc généralement, voilà, une nouvelle forme de colonialisme derrière le masque des indépendances. Et dans le cas français, c'est une sorte de super néocolonialisme qui nécessite, de notre point de vue, un nouveau mot, un mot qui montre à quel point ce néocolonialisme était profond. Et c'est pour ça qu'on réinvestit dans le livre cette notion de France-Afrique, qui a été énormément déconsidérée, conspuée. Oui, vous comprenez, ça c'est un vocabulaire de militant, ça ne veut rien dire, ça n'a jamais existé. Bon. Nous, on dit ok, bon, très bien. Et comme le dit Nicolas, en fait, très bien, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais définissez ce que vous entendez par France-Afrique. Si vous nous dites que ça n'existe pas, dites-nous qu'est-ce qui n'existe pas. Ou si ça n'existe plus, qu'est-ce qui n'existe plus. Nous, on va vous proposer une définition de la France-Afrique, vous pouvez être en désaccord ou en accord, mais on vous en propose une, et avec cette définition, on voit que des processus très particuliers, un néocolonialisme très particulier, perdure dans le temps. Donc je ne vais pas revenir sur la définition qui a été donnée, sur la France-Afrique, celle qu'on propose en tout cas, c'est la France-Afrique avec deux composantes, disons pour simplifier, une composante institutionnelle, visible, officielle. Donc c'est des choses comme le franc CFA, c'est parfaitement visible et officiel, hein, c'est-à-dire en l'occurrence l'euro, hein, qui est la monnaie d'une grande part de 13 ou 12 pays africains. Hein. Ça c'est un processus très clair. La présence de troupes françaises, de soldats français sur le continent africain. Donc vous savez sans doute que l'armée française n'a jamais quitté l'Afrique depuis 1830. Donc là il y a une continuité assez visible et qu'encore aujourd'hui il y a 5000 soldats en permanence sur le continent, enfin, au sud du Sahara, plus 5000 en intervention, notamment 4000 et quelques-uns dans l'opération Barkhane. Donc on a 10 000 soldats français, hein, payés par nos impôts et tout, qui sont sur le terrain. Donc, voilà, c'est chose parfaitement officielle et visible. Hein. Donc ça c'est pour, disons, alors il y a toute une série d'institutions, l'aide au développement, l'organisation française de la francophonie, l'organisation internationale de la francophonie, etc. Donc toute une série d'institutions officielles qui sont une forme d'armature de la France-Afrique, et puis une composante officieuse, ce que disait tout à l'heure Nicolas, des choses officieuses, c'est toutes les barbouzeries, les assassinats, toutes les choses cachées, les services secrets et compagnie. Et souvent, alors nous ce qu'on essaie de bien expliquer, c'est que souvent, dans la définition implicite qui est donnée de la France-Afrique, notamment chez les gens qui critiquent ce concept, ils se focalisent sur l'aspect barbouzard, occulte et tout. Il faut dire, regardez, ça n'existe plus, donc la France-Afrique, c'est fini. Nous, on dit, non, les deux faces, elles vont ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas toutes les barbouzeries si derrière, il n'y avait pas une volonté hégémonique de la France sur le continent africain. Donc, on pourra revenir sur cette définition si vous voulez, mais en gros, on essaie vraiment de montrer qu'il y a un aspect officiel et un aspect officieux, pour être très vite. Et par ailleurs, une des caractéristiques de la France-Afrique, selon nous, c'est sa malléabilité. C'est-à-dire l'idée que ce système, il a toujours évolué. Il ne cesse d'évoluer. Et encore une fois, il ne cesse de se réformer, pour revenir à ce terme-là. Et encore une fois, il se réforme. Il change, non pas pour disparaître, mais pour continuer. On ne changerait pas quelque chose si on souhaitait qu'il meure. On le laisserait mourir. Bon, on utilise à un moment la métaphore du rosier, quoi. On dit un rosier, on le taille un peu tous les ans, pas pour le tuer. Au contraire, pour le régénérer. C'est un peu cette... voilà, c'est juste une image, mais ça donne un peu l'idée. Effectivement, donc, les gens qui critiquent notre thèse vont dire oui, mais quand même, ça, c'est plus comme dans les années 80, ou ça, c'est plus comme dans les années 60. C'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que les fondamentaux du système ont disparu ? C'est ça dont il faut discuter. Voilà, et alors, dernier mythe, et je termine là-dessus, je suis trop long toujours, mais voilà, c'est sur l'idée la plus contemporaine justement de la mort de la France-Afrique. La France-Afrique est morte, vous comprenez, ok,
On peut être d'accord avec vous que ça a existé, que la France a entretenu en Afrique subsaharienne un mode de gouvernance, comme on dit, très très spécial, une forme de néocolonialisme, pourquoi pas. Ok, la France-Afrique existait, mais par contre ça c'est fini. Maintenant c'est fini, on est quand même rentré dans des relations tout à fait nouvelles. Il y a des partenariats vraiment qui se sont créés avec les gouvernements africains. Les gouvernements africains ne sont plus du tout dépendants de la France. On est vraiment maintenant dans une relation beaucoup plus égalitaire. Et ça me fait penser à... Ça me fait penser ça n'a rien à voir a priori, mais pourtant c'est le même type de processus de pensée au mythe, encore une fois, au mythe de l'égalité déjà là, développé par exemple par Christine Delphi sur les questions de relations femmes-hommes. Cette idée que, oui, bon, effectivement, il y a eu des luttes féministes, le droit de vote, la pilule, toute une série de choses, mais maintenant, ça y est, l'égalité, elle est là. Donc, toute revendication supplémentaire serait un abus. Ce serait une forme de volonté une sorte de tyrannie de la minorité, ou une sorte de cheval de Troie du communautarisme, du wokisme, de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, voilà, en réalité, maintenant, il y a une égalité entre les hommes et les femmes, donc ça commence à bien faire les discours féministes. Donc c'était l'argument de Christine Delphi pour dire ça, c'est attention, les gens qui vous disent qu'il y a égalité, c'est juste pour que justement, il n'y ait pas d'égalité. Ben, il y a un peu le même phénomène, disons, sur les relations franco-africaines. Non, mais maintenant, la France-Afrique, c'est fini. Il y a vraiment une égalité entre la France et chacun de ses partenaires africains. C'est plus du tout comme avant, etc. etc. Mais là encore, c'est le mythe de la France-Afrique déjà morte, quoi, de certaine façon. Sauf qu'en fait, de la même façon que pour tous les autres types de domination, c'est une façon de dire maintenant, arrêtez de nous emmerder avec vos revendications, arrêtez de demander l'égalité alors qu'elle est déjà là. Sauf que si vous regardez les différences de richesse entre le Mali et la France, je crois que de tête, le revenu moyen au Mali, c'est 73 €. Je trouve ça très compliqué de dire oui, maintenant on est dans un type d'une relation tout à fait égalitaire. Non, on n'est pas du tout dans une relation égalitaire. Il y a toute une série de mécanismes. Le franc CFA, la francophonie, j'en ai cité quelques-uns, les interventions militaires, l'aide au développement, la dette, les paradis fiscaux, qui maintiennent cette inégalité. Et la France-Afrique est partie prenante. Enfin, les systèmes france-africains sont partie prenante de cette perpétuation des inégalités entre la France et ses partenaires africains. Et je m'arrête là et on pourra discuter, si vous le souhaitez, de Macron qui participe complètement de cette dynamique-là, de dire la France-Afrique c'est fini. Il a promis en 2017 nous allons sortir de la France-Afrique, répétant ce que le précédent avait dit, ce que le précédent avait dit, de ce que le précédent avait dit, comme quoi l'égalité n'était pas là et la France-Afrique n'était pas morte, puisqu'à chaque élection on nous dit qu'elle va enfin terminer. Et voilà, il participe de ça et depuis 5 ans, il a exactement mené cette politique de perpétuation sous prétexte de fin de la France-Afrique. Je vous remercie et je passe la parole à Hamzat. Merci. Alors, donc, moi dans ce projet, l'un des éléments sur lequel je voudrais, je pense, insister, c'est que cet ouvrage, c'est un ouvrage qui est global, qui inscrit la question de la France-Afrique dans la durée, dans la longue durée, puisque si effectivement nous partons grosso modo des années 40, nous remontons quand même au 19e siècle, et nous y remontons notamment pour inscrire des éléments qui correspondent aux fondamentaux dont a parlé Thomas, c'est-à-dire l'idéologie, le système et les résistances. En gros, le logiciel de la France-Afrique. Pour montrer que ce logiciel-là, il a une histoire, donc une histoire de la France-Afrique, qu'il a des mécanismes, qu'il a des rouages, qu'il a des noms sans visage et des figures sans nom, et qu'il se recompose. La France-Afrique n'est pas morte avec Foccart, n'est pas morte avec De Gaulle, n'est pas morte avec Mitterrand. Elle est vraiment un système qui joue sur des camouflages, sur des recompositions, sur des séductions, sur des répressions, et en même temps sur des retournements de résistance qui font que parfois contester la France-Afrique fait partie aussi de la France-Afrique. On le voit aujourd'hui avec un certain nombre de dirigeants africains totalement acquis au néocolonialisme et qui, lorsqu'ils sont en difficulté, prennent des airs de grands combattants de la France-Afrique. On peut citer Idriss Déby notamment, et bien d'autres. Et donc cette dimension de longue durée, elle est importante justement pour traiter des questions d'actualité, pour montrer que
les mécanismes en cours ne sont pas nouveaux. Les mécanismes en cours s'inscrivent dans une idéologie, un système qui a déjà été pensé précédemment. Et l'un des éléments que nous montrons justement en remontant avant 1940, c'est de démontrer que la décolonisation a été quelque part pensée en même temps que la colonisation. On colonise dans le but que lorsque l'on va décoloniser, on reste encore présent. Et c'est en cela que la question de l'idéologie est fondamentale, parce que l'idéologie, c'est ce qui imprègne un mécanisme de domination, c'est ce qui reste même quand on est parti, et c'est ce qui fait que ceux qu'on a dominés, on arrive quelque part à souhaiter eux-mêmes leur propre domination. Et donc l'idéologie centrale de la France-Afrique, c'est la question du racisme. C'est le racisme construit au XIXe siècle, dans un contexte bien particulier qui fait suite effectivement à la traite. Donc la France a été, dans le cadre de son premier empire, une puissance esclavagiste, une puissance négrière, qui avait ce premier empire dans les Amériques, et qui l'a perdu notamment dans le contexte de la révolution haïtienne. Et cette révolution haïtienne a eu un impact, puisqu'il s'agit aussi d'une défaite militaire, et elle va impulser la naissance d'un second empire qui réactualise quelque part le premier empire, puisque aujourd'hui la France reste une puissance coloniale, et nous faisons des liens avec la Polynésie, avec Akanaki, avec évidemment Mayotte, les îles éparses dans l'ouvrage, pour montrer qu'il y a une continuité de cette question coloniale qui, quelque part, se superpose à la question néocoloniale. Et ça, c'est un élément, je pense, qui est assez intéressant dans l'ouvrage. On le montre vraiment tout au long de l'ouvrage à travers un certain nombre de fils rouges. La question du racisme, elle est théorisée par des intellectuels français, en grande partie, et appliquée par des militaires français, donc Faidherbe, Lyautey, Gallieni, de diverses manières, dans le cadre de la mise en place d'administrations coloniales, de gestion des populations, non pas des peuples mais des populations, et donc d'infériorisation des Africains, qui va être appuyée par l'anthropologie coloniale, qui va être appuyée par un certain nombre de discours qui vont construire aussi le sentiment français, la nation française, et qui vont projeter cette image de la plus grande France, et donc quelque part de la grandeur française. Et ce sont des éléments qui sont très importants à souligner, parce que ces mécanismes-là vont rester présents et vont être des fondements de tout ce qui relèvera de la guerre contre-subversive. Et donc, dans l'ouvrage, dans les premières parties, nous montrons véritablement comment ce système de domination s'est construit autour des différentes conquêtes, donc les cœurs, les corps, les âmes, et comment donc ces mécanismes-là vont instaurer cette France-Afrique, avant même que le terme n'apparaisse, dans le sens d'un couple entre la France et les colonies africaines. Un couple, mais qui est dans une relation asymétrique, qui est dans une relation de dépendance, où on se pose la question de qui dépend de qui, et qui est aussi dans une relation, de fidélité et d'infidélité. Et c'est cette dimension qui est extrêmement intéressante et actuelle, parce qu'elle renvoie à un comportement qui est constant dans la politique française, qui est celle du paternalisme. Un élément que nous évoquons à différents moments de l'ouvrage, et dont l'un des moments de rupture est notamment la position d'Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme, et dans la contestation de la part d'un certain nombre d'élites qui ont été formées par ce système français, qui vont se retourner contre ce même système. C'est-à-dire que des élites africaines ont été formées dans ce système pour le servir, et d'autres en sont sorties pour opposer une contestation. Donc le paternalisme fait justement partie de ces éléments qui sont au cœur de la contestation et en même temps au cœur même de l'idéologie. Un autre élément également dans cette approche, c'est cette idée de vouloir se faire aimer des Africains. C'est quelque chose qui est constant dans les rapports de mission des administrateurs coloniaux. Il faut que les Africains nous aiment. Il faut qu'on se fasse aimer des Africains. Qu'on impose finalement cet amour de la France dans le cœur des Africains. Qu'il y a quelque chose qui rejaillit aujourd'hui dans cette incapacité de la France, enfin, de l'Élysée, à comprendre la contestation et à lire la contestation africaine à travers cette histoire du sentiment anti-français. Ils ne nous aiment plus. Ils sont devenus infidèles. Ils préfèrent se tourner vers d'autres acteurs. Alors que nous avons toujours été là pour eux, nous leur avons tout apporté, mais que n'avons-nous pas fait
pour qu'ils nous trahissent de cette sorte. Et donc ce sentiment, il s'inscrit quelque part vraiment dans le contexte de la production de ce qu'on appelle aussi la colonialité. Donc l'idéologie, le racisme. Le deuxième élément sur lequel va s'appuyer cette idéologie, c'est effectivement un système de domination qui là aussi va se camoufler sous des mécanismes de coopération. Donc il s'agit d'apporter la civilisation, mais pas trop, parce qu'on n'a pas les moyens d'apporter réellement cette civilisation, et ce n'est pas l'objectif de la colonisation. Donc il faut apporter quelque chose, mais pas trop. Et donc il faut sélectionner des élites qui vont devenir les courroies de transmission de cette domination. Donc introduire la domination dans finalement le paradigme du dominé lui-même. Et donc il s'agit de produire quelque part les futures élites africaines, dictatoriales et autoritaires, qui reprendront le relais une fois la colonisation, non pas terminée, mais mise en parenthèse ou en pointillé. L'autre élément dans ce rapport de domination et de coopération sont bien évidemment les éléments tangibles, donc qui sont relativement connus, c'est-à-dire les différents accords de coopération imposés au moment des indépendances, qui font que les indépendances reproduisent une continuité de la domination. Donc les accords militaires, donc la question des bases militaires qui a été brièvement évoquée, qui fait aujourd'hui l'actualité au niveau du Sahel, et qui renvoie finalement à cet espace de l'Afrique vu comme l'espace de projection militaire de l'Europe, et de la France en particulier, la dimension économique avec le franc CFA, dont on montre justement dans l'ouvrage que la contestation ne date pas des dernières années, mais que déjà dans les années 70, il y avait eu des contestations, même dès l'indépendance avec le Mali, par exemple, qui en était sorti, et le cas de Madagascar, on montre qu'il y a eu cette fronde dans les années 70 des chefs d'État africains, dont beaucoup étaient inféodés à Paris. On peut citer Gnassingbé Eyadema, on peut citer Marianne Gwabi ou d'autres, qui réclamaient tout simplement non pas une rupture de ce système du franc CFA, mais une africanisation de ce système-là. Et évidemment, Paris s'est frotté les mains, et au début des années 70, on a africanisé le mécanisme du franc CFA en mettant des gouverneurs africains, en mettant en place les banques centrales, etc. Et donc c'est aujourd'hui cette africanisation de ce système-là qui est contestée par les populations à l'encontre des dirigeants dont les prédécesseurs, donc les dirigeants précédents, avaient validé cette évolution, cette africanisation du mécanisme monétaire. C'est également la question effectivement de la coopération qui a été aussi évoquée à travers le papier de Claire Kosker. Les multinationales, donc notamment Bolloré, donc avec Olivier Lamongin, et puis aussi la francophonie, avec aussi donc un certain nombre d'allusions à cette francophonie. On en montre les préliminaires dès le XIXe siècle, avec cette idée que derrière la langue, c'est vraiment toute une conception, toute une manière de penser et toute une manière de conquérir justement les valeurs et les modes de vie des populations africaines et donc des futures élites africaines, qu'on montre vraiment dans l'introduction, dans les premières parties, qui fait écho à des parties, enfin à des chapitres qui sont dans la 6e partie, où on évoque notamment par exemple la question de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OHADA, où on montre que pour la France, introduire le droit français dans les mécanismes économiques et monétaires ou commerciaux africains est une manière aussi de gagner des parts de marché. On montre également avec l'article de Khaled la question par exemple de la francophonie, ou avec l'épilogue de Yala Kisukidib et la question justement mémorielle qui montre que les points relatifs au passé sont parfois beaucoup plus brûlants que l'actualité. Et c'est ça qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est-à-dire que dans les premières parties, on montre vraiment les prolégomènes de quelque chose qui éclate aujourd'hui, mais qui en réalité est constamment présent dans les mécanismes de reconversion de la France-Afrique du point de l'idéologie et du point du système qui est mis en place et qui se déploie et qui se dédouble au fur et à mesure de l'évolution de la politique française et du positionnement de la France vis-à-vis d'autres acteurs qui sont présents sur le continent africain. Par exemple, on montre comment la France s'introduit au niveau du Zaïre, du temps de Mobutu, et s'introduit également au niveau de l'Afrique du Sud de l'apartheid à travers la question notamment énergétique, qui est un élément central de la France-Afrique. Et donc cette domination qui repose donc sur ces différents accords va être constitutive de la forme des États africains tels qu'ils existent aujourd'hui et tels qu'ils sont amputés d'une grande partie de leur souveraineté. Et donc pour comprendre la crise des États africains, leur incapacité à avancer, on a des réponses précisément dans les mécanismes de la France-Afrique.
L'une de ces réponses, par exemple, c'est la manière dont les États africains, au moment des indépendances, donc certains adoptaient effectivement le drapeau français, la Marseillaise, ou avaient des armées produites qui étaient des produits de la colonisation française, et des dirigeants qui étaient pour la plupart socialisés en France, puisque c'était les anciens députés de la 4e République qui se sont retrouvés à la tête de leurs États, avec vraiment l'assentiment de Focard et de De Gaulle. Et donc on s'est retrouvé dans une situation où on avait des élites politiques qui n'avaient aucun capital économique, à l'exception de Félix Houphouët-Boigny, et qui n'avaient également aucune expérience militaire. Et donc on a des États africains qui sont nés dans un contexte où on a calqué le modèle de la France, où il y avait une dissociation relative à l'époque entre le politique et le militaire, et on a mis en place un système qui a favorisé précisément, dans les années 60, la politisation du militaire et la militarisation du politique. Ce qui explique l'évolution de la plupart des régimes africains qui s'autocratisent dans les années 60-70, jusqu'à aujourd'hui où on voit des coups d'État qui apparaissent et qui, dans certains cas, paraissent finalement beaucoup plus démocratiques que des élections. Et donc ce système mis en place à la tête des États africains va susciter, et là c'est le troisième élément, donc après l'idéologie, après le système, ce sont des résistances. Donc idéologie, système, résistance. Donc c'est vraiment une approche de causalité qui n'est pas, je dirais, consécutive, mais qui se fait à chaque génération. Elle se fait à chaque génération, et le personnage structurant de cette réflexion sur le lien entre idéologie, système et résistance, il est évoqué dans l'un des encadrés d'ailleurs que j'ai écrit, qui est Frantz Fanon, qui pense réellement le contexte de la décolonisation et de la mise en place du néocolonialisme avec l'intériorisation de ces dominations par les colonisés eux-mêmes, ce qui explique et ce qui facilite le maintien du système de la France-Afrique. Et dans ce papier sur Frantz Fanon, il y a effectivement cette référence où il dit, il cite De Gaulle, qui dit qu'il faut décoloniser, décoloniser, décoloniser à toute vitesse. Il faut en fait prendre de vitesse les Africains pour que cette indépendance, cette décolonisation leur soit donnée, mais sous la forme quelque part d'un cadeau empoisonné. Et donc on est vraiment, je dirais, dans cette logique d'un appareil qui est confié, donné aux Africains, mais qui en soi est totalement inopérant pour répondre aux priorités des populations. Et ces priorités vont être incarnées par des résistances qui là aussi s'inscrivent dans la longue durée. Donc d'abord les premières résistances évidemment donc, à la colonisation, qui amènent donc Gallieni à produire la politique des races, Faidherbe à mettre en place les tirailleurs sénégalais ou d'autres instruments de coercition, Lyautey a pensé le modèle du protectorat vis-à-vis notamment du Maroc en estimant que finalement c'est bien de laisser aux Africains leurs propres autocrates et de diriger à travers donc leurs dictateurs. Donc c'est déjà quelque chose qui est pensé dès les années 10, 20, 30 et qui va être ensuite appliqué par la suite et qui se fait en parallèle du modèle de colonisation britannique. Avec toujours cette idée que finalement les Britanniques colonisent mieux que nous, mais en même temps, etc. Tout ça. Et donc ces logiques de résistance à la colonisation vont faire l'objet de répression. Répression coloniale, répression intracoloniale. Donc il est évidemment question du massacre de Tiaroy et de tout ce qu'il représente aujourd'hui comme bombe à retardement dans les fameuses relations cordiales entre la France et le Sénégal, avec le dessert pour les soldats sénégalais. Et on voit bien qu'ils n'ont pas eu de dessert du tout dans ce contexte-là. On a aussi, dans cette logique de répression, donc toutes les répressions effectivement qui ont eu lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dont notamment celles qui ont servi à retourner le RDA de Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire qu'on montre comment on a isolé un leader de sa masse et comment on a joué la répression, l'intimidation pour faciliter finalement l'éclatement de quelques blocs africains que ce soit. Et ça aussi, c'est des éléments qui montrent comment se met en place aussi une géopolitique africaine et comment, donc c'est notamment le papier de Jean-Pierre Bade, comment quelqu'un comme Houphouët-Boigny va devenir le bras droit de la politique africaine en France, tout en jouant sa propre géopolitique pour faire de la Côte d'Ivoire une petite puissance régionale. Ce qui explique aujourd'hui la problématique Ouattara ou la problématique ivoirienne au niveau de la CEDEAO. Donc ces résistances, ces répressions vont produire par la suite une autre confrontation entre justement ces élites traditionnelles qui ont été créées dans le contexte de la colonisation et des élites modernes
qui, elles, vont être socialisées en France à différents niveaux, donc les élites politiques, donc les députés, donc qui sont élus par les peuples en Afrique, mais qui siègent au Palais Bourbon, donc qui sont quelque part déconnectés de leur base sociale, parce qu'elles sont socialisées dans un espace qui est exogène, à la différence des leaders de l'Afrique anglophone, qui, eux, se battaient politiquement en Afrique. Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, etc., ils se battaient au Kenya, au Ghana, etc. Et donc, du coup, ils étaient vraiment en lien avec les luttes populaires de leur peuple, de leur territoire. Alors que dans le contexte de ces élites politiques françaises, elles étaient totalement exfiltrées, finalement, de leur espace social. Et elles ont été francisées, elles ont pris un certain nombre de valeurs propres à la France. Au niveau intermédiaire, on a également, donc c'est l'article coécrit avec Ghislain Chuisseux, c'est la question des corps intermédiaires, donc les gendarmes, les militaires, les écoles d'administrateurs, etc., qui vont, dans les décennies 60, surpasser les élites politiques. Donc on montre le cas de Bokassa, le cas d'un certain nombre d'hommes qui ont été formés dans le contexte de l'armée française dans les années 50, ou dans les écoles militaires, et qui sont formés en parallèle des dirigeants politiques, et qui dans les années 60 vont être aussi utilisés pour renverser les dirigeants politiques et installer des régimes militaires, qui sont bonnet blanc, blanc bonnet, avec le néocolonialisme politique. Et donc on montre comment tout cela se construit, et comment, de l'autre côté, des élites de résistance se mettent en place autour de réseaux culturels comme Présence africaine avec donc Aimé Césaire, autour également de résistance de terrain, donc le cas de l'UPC. On montre aussi que le cas d'un pays comme le Niger est très intéressant parce que dans l'imaginaire, on pense que la Guinée, du fait du nom de Sékou Touré, était la plus avancée dans l'opposition au projet de communauté. Mais on montre justement comment un pays comme le Niger avait aussi une certaine conception de la souveraineté et de l'unité africaine, et comment dans le cas du Niger, avant même l'indépendance, dans le cas du référendum, la France a truqué les élections. Et ça permet aussi de relativiser, de montrer qu'il y a eu des élections en Afrique avant les dites indépendances, et que les peuples n'étaient pas à infantiliser. Ils avaient une conscience politique, ils avaient une capacité à poser un certain nombre de débats, et ils avaient aussi autour d'eux des dirigeants, des mouvements qui traduisaient leurs aspirations. Et donc, une des confrontations également qui apparaît à ce moment-là, une des résistances systémiques, donc c'est celle aussi du panafricanisme, qui a aussi fait écho évidemment avec l'actualité, et qui, au moment donc, des indépendances, était défendue par un certain nombre de leaders africains qui, pour la plupart, vont faire l'objet de féroces répressions. Et donc on voit que cette question-là, aujourd'hui, est toujours plus que jamais d'actualité. Alors, ces élites modernes, africaines, qui vont se retrouver à la tête donc, des États, vont se retrouver ensuite en confrontation avec leur propre population. Et avec aussi des élites contestataires exilées, donc notamment les figures intellectuelles, Mongo Betty, Medondo. On montre comment le cinéma, comment la littérature, comment cette production culturelle, comment cette résistance intellectuelle s'est aussi construite en opposition à quelque chose qui est sous-jacent à la fois à l'idéologie, au système et aux répressions, c'est-à-dire le soft power français. Et cette question du soft power, c'est-à-dire de la manière de contraindre, de dominer par quelque part l'assentiment de ceux qui sont dominés, c'est quelque chose qui est en train d'être, je pense, au cœur du projet de reconquête mis en place par Emmanuel Macron. On est vraiment sur des logiques de conquête et de reconquête. Et dans ces logiques-là, la résistance de la France-Afrique aux résistances africaines est, je pense, quelque chose qui est intéressant à mettre en avant. Parce qu'on a le sentiment à plusieurs moments que le vent est en train de tourner. Il y a eu des failles dans ce système de la France-Afrique. On a notamment le cas de Thomas Sankara qui est évidemment évoqué. Puis on a eu d'autres formes de résistance, notamment dans les années 90, 2000, les citoyens, Printemps des peuples, etc., qu'on évoque dans le livre. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une ouverture qui se fait, eh bien, il y a comme un jeu de dominos qui se met en place et ce système-là se recompose. Et donc là, l'enjeu, l'intérêt de ce livre, c'est précisément de réactualiser cette problématique de la France-Afrique, cette longue histoire de la France-Afrique, cette longue durée de la France-Afrique, et d'interroger finalement quels sont ces éléments de mutation
et comment précisément couper ces éléments de la manière la plus radicale possible. Et donc c'est un peu ce qu'on essaie de montrer dans cet ouvrage, donc les notions autour de l'idéologie, du système et des résistances. Donc je vais m'arrêter là, puis je pense qu'on pourra intervenir ou préciser d'autres points selon vos questions. Merci.